Dans le paysage politique camerounais contemporain, une dynamique de plus en plus visible s'impose dans l'espace public, celle de la polarisation extrême entre deux camps symboliques que les militants ont progressivement baptisés KOR et TOR, respectivement associés à l'idée de « Kanto ou rien » autour de Maurice Kanto et « Tchiroma ou rien » autour de Issa Tchiroma Bakary, et au cœur de cette polarisation, une question centrale émerge avec une intensité particulière, celle de savoir qui alimente réellement la haine entre ces deux blocs, car ce qui apparaît en surface comme une simple rivalité militante spontanée est en réalité un phénomène beaucoup plus structuré, beaucoup plus profond et surtout beaucoup plus fonctionnel dans l'écosystème politique global, et pour comprendre cette dynamique, il faut d'abord sortir de l'idée selon laquelle la haine politique serait uniquement le produit d'émotions individuelles ou de dérapages militants isolés, car dans les systèmes politiques contemporains, la conflictualité est rarement un accident, elle est souvent le résultat d'interactions complexes entre discours politiques, stratégies de positionnement, logique médiatique et dynamique sociale, et dans le cas de KOR et TOR, cette conflictualité repose sur plusieurs couches qui s'alimentent mutuellement sans qu'aucune ne puisse être identifiée comme unique origine, ce qui signifie que la question « qui alimente la haine ?» ne peut pas recevoir une réponse simple, mais doit être analysée comme une chaîne d'alimentation circulaire, où chaque acteur contribue à intensifier un climat déjà existant, à commencer par les bases militantes elles-mêmes, car ce sont elles qui, dans l'espace numérique notamment, produisent la majorité des contenus visibles, des attaques, des contre-attaques et des interprétations radicalisées, et dans cet espace, les militants ne sont pas de simples exécutants de discours politiques, ils deviennent des producteurs autonomes de narration politique, cherchant à défendre leur camp, à attaquer l'adversaire et à occuper l'espace informationnel, ce qui crée une dynamique d'escalade permanente, car dans un environnement saturé, la visibilité dépend souvent de l'intensité émotionnelle, et l'intensité émotionnelle dépend souvent de la radicalisation du discours, ce qui pousse mécaniquement les acteurs à durcir leur position, mais réduire cette dynamique au seul militant serait une lecture incomplète, car les leaders politiques même jouent un rôle indirect dans la structuration de ces clivages, non pas nécessairement par des appels explicites à la confrontation, mais par les cadres narratifs qu'ils imposent, les positions qu'ils adoptent et les silences qu'ils entretiennent, car dans un espace politique où les figures comme Kanto ou Tchiroma incarnent des pôles d'identification forts, chaque prise de parole peut être interprétée, amplifiée ou détournée par les militants pour nourrir la logique de confrontation, et dans ce processus, la frontière entre discours officiels et interprétation militante devient extrêmement poreuse, ce qui rend difficile toute maîtrise centralisée du récit politique. Il faut également intégrer un troisième niveau essentiel, celui des acteurs intermédiaires de l'information, influenceurs, administrateurs de pages, commentateurs politiques et producteurs de contenu, qui jouent un rôle crucial dans l'amplification des tensions, car dans l'écosystème numérique, la conflictualité est une ressource, elle génère de l'engagement, de la visibilité et parfois même des revenus indirects, ce qui crée une incitation structurelle à entretenir, amplifier ou même exagérer les tensions entre KOR et TOR, et dans ce contexte, la haine n'est pas seulement une émotion politique, elle devient une matière première informationnelle, transformée, recyclée et diffusée pour maintenir l'attention du public. Il faut aussi considérer un quatrième niveau, celui du contexte politique global structuré autour de Paul Biya, car dans un système où le pouvoir central reste dominant et stable, la fragmentation des forces d'opposition ou de contestation peut produire un effet indirect de dispersion des énergies politiques, et dans ce cadre, les tensions entre KOR et TOR peuvent contribuer, même involontairement, à réduire la capacité de coordination globale des forces critiques, ce qui crée un environnement où la conflictualité interne devient plus visible que la confrontation avec le système central, et cette inversion des priorités narratives peut renforcer l'impression d'une opposition divisée et auto-centrée. Enfin, il faut ajouter une dimension souvent sous-estimée mais déterminante, celle des algorithmes et des logiques de plateformes numériques, car ces systèmes privilégient les contenus qui génèrent des réactions fortes, et les contenus conflictuels, émotionnels et polarisants sont structurellement plus performants que les contenus nuancés, ce qui signifie que même sans intention politique directe, l'environnement technologique contribue à amplifier les tensions entre camps, et c'est cette combinaison de facteurs militants, leaders, intermédiaires médiatiques, contexte politique global et architecture numérique qui permet de comprendre que la haine entre KOR et TOR n'a pas un seul moteur identifiable, mais qu'elle est le produit d'un système complexe d'interaction où chaque niveau renforce les autres, créant une dynamique auto-entretenue qui dépasse largement la volonté individuelle des acteurs impliqués. Dans la continuité de cette analyse, il faut maintenant déplacer le regard du simple constat des tensions entre KOR et TOR vers une question plus structurante et plus dérangeante, celle des bénéfices politiques, symboliques et stratégiques que produit cette conflictualité, car dans tout système politique polarisé, la haine ou la rivalité entre camps ne circule jamais sans générer des effets de redistribution de pouvoir,
même lorsque ces effets ne sont ni planifiés ni assumés par les acteurs eux-mêmes, et dans le cas camerounais, cette logique est particulièrement visible autour des dynamiques opposant les soutiens de Maurice Kamto et de Issa Chiroma Bakary, car ce conflit ne se limite pas à une simple opposition militante, il restructure progressivement la manière dont le champ politique est perçu, organisé et hiérarchisé, et pour comprendre qui en profite réellement, il faut analyser plusieurs niveaux simultanément, en commençant par le niveau des leaders politiques eux-mêmes, car, paradoxalement, même lorsqu'ils ne contrôlent pas directement la violence militante, ils bénéficient souvent d'une intensification de leur visibilité, puisque toute polarisation forte autour d'un acteur politique augmente mécaniquement sa présence dans l'espace public, même lorsqu'il n'est pas à l'origine des tensions, ce qui signifie que la conflictualité militante agit comme un amplificateur de centralité politique, et dans un environnement où la tension est une ressource rare et compétitive. Cette amplification devient un avantage stratégique indirect. Ensuite il faut considérer le niveau des bases militantes, car pour les militants, cette rivalité ne se réduit pas à une simple opposition abstraite, elle remplit aussi une fonction identitaire essentielle, celle de renforcer la cohésion interne du groupe en clarifiant les frontières symboliques entre nous et eux, et dans ce processus, la haine ou la forte hostilité devient un outil de consolidation communautaire, car elle permet de stabiliser les identités politiques dans un environnement perçu comme conflictuel, ce qui signifie que les militants eux-mêmes tirent un bénéfice psychologique et social de cette polarisation, même si elle peut affaiblir à long terme la capacité de coopération politique globale. Il faut également analyser le rôle des acteurs intermédiaires de l'information, car dans l'écosystème numérique, la conflictualité est une ressource exploitable, les pages politiques, les influenceurs, les commentateurs et les relais d'opinion trouvent dans les tensions entre KOR et TOR une matière première pour produire du contenu, générer de l'engagement et augmenter leur visibilité, ce qui crée une incitation structurelle à maintenir, amplifier ou même reformuler les conflits sous des formes toujours plus visibles et émotionnelles, et dans ce cadre, la haine devient un produit informationnel circulant dans un marché de l'attention où les contenus les plus polarisants sont aussi les plus performants. Il faut ensuite intégrer un niveau plus large, celui du système politique global incarné par Paul Biya, car dans un système politique centralisé et durable, la fragmentation des forces concurrentes peut produire un effet indirect de stabilisation, non pas parce qu'elle est nécessairement organisée, mais parce qu'elle empêche la construction d'un bloc opposant unifié capable de concentrer les ressources politiques, médiatiques et sociales, ce qui contribue à diluer la contestation. Dans une multitude de conflits secondaires, et dans ce contexte, la rivalité entre KOR et TOR peut involontairement renforcer la position centrale du pouvoir en place, non pas par action directe, mais par effet de dispersion stratégique. Enfin, il faut considérer un dernier niveau souvent sous-estimé, celui des architectures numériques et des algorithmes des plateformes, car ces systèmes sont conçus pour maximiser l'engagement, et l'engagement est structurellement plus élevé lorsque les contenus sont conflictuels, émotionnels ou polarisants, ce qui signifie que même sans intention politique explicite, l'environnement technologique favorise la circulation et l'amplification des contenus de haine ou de forte opposition symbolique, et dans cette logique, les plateformes ne créent pas la haine, mais elles la rendent plus visible, plus rentable et plus persistante, ce qui contribue à renforcer un cycle auto-entretenu où chaque niveau militant, leader, influenceur, système politique et technologique alimente les autres, créant une dynamique où il devient difficile d'identifier un seul responsable, car la haine entre KOR et TOR n'est pas un produit unique, mais le résultat d'un écosystème complet dans lequel chaque acteur, volontairement ou non, contribue à la reproduction et à l'intensification du conflit.